Bonjour, je vais tout d'abord me présenter. Enfin, d'abord vous remercier d'être venus si nombreux. Je vais me présenter. Donc, je suis le docteur Walraff. Je suis chirurgien ortho et traumato, mais j'ai pas été que ça. Je le suis depuis seulement 2016. Oui, 2016 en Suisse. Auparavant, j'étais kiné, donc j'ai repris mes études de médecine à 29 ans. Puis voilà, j'ai fait tout mon parcours pendant 3 ans. J'ai cumulé les deux en faisant mes études et continuant en étant kiné. Et puis j'ai repris. Et puis moi, c'était pour devenir clairement chirurgien et traumato. C'était la suite logique pour moi. Donc j'ai travaillé. Je suis belge, donc vous voyez, on peut cumuler quelques tares. Donc mon accent, je pense, ne trompe personne. Donc je vais essayer de ne pas être trop ennuyeuse, et puis parce que ça peut être vite gavant. Et je m'excuse déjà pour la présentation parce que c'est la première fois que je fais un PowerPoint sur Mac et c'est juste infernal. Donc il y a une différence de police à des moments, et voilà, je m'en excuse parce que j'ai vraiment travaillé longuement dessus et je ne suis plus du tout pro Mac pour ça. Donc je vais vous parler des entorses et fractures de cheville et la place du tapping. Donc j'ai parlé pour la France. Moi je suis belge, donc je ne sais pas les numéros, le nombre de cas en Belgique, mais en France j'ai vu que c'est jusqu'à 6000 consultations par jour en France, et c'est souvent des entorses du ligament latéral externe dans 90% des cas. C'est la lésion la plus fréquente en traumatologie du sport et c'est une cause d'absentéisme assez élevée, aussi bien au niveau du boulot que au niveau de l'école et du sport. Vous allez voir, en plus, moi je me rappelle bien au début où j'étais interne en chirurgie, quand je voyais les entorses, je mettais 3 jours d'arrêt de travail, et en fait vous allez voir qu'une rééducation normalement est bien menée et bien plus longue que 3 jours d'arrêt de sport, et j'ai changé 3 jours d'arrêt de travail, et j'ai changé évidemment ma manière de fonctionner depuis, quoi. Donc il y a un intérêt à savoir l'analyse du mécanisme, mais je dois vous avouer que 9 fois sur 10, et je pense que vous le savez, les gens ne se souviennent plus comment le pied était au moment où ils se sont fait mal. Quand il y a un varus pussonéquin, et c'est en général le plus fréquent, c'est le ligament latéral externe qui est en général abîmé. On peut avoir un varus avec un talus, donc c'est au bord, en général au bord d'un trottoir. Là, à ce moment-là, ça change un petit peu parce qu'on peut avoir aussi le ligament péronéo-tibio antérieur et inférieur, et à ce moment-là, la syndesmose est touchée. Vous allez voir au fur et à mesure que la syndesmose, pour nous, est une indication, c'est ça qui mène notre décision d'indication chirurgicale ou pas. On peut avoir un valgus, c'est plus rare, ça arrive. On a une entorse du ligament médial. Et en fait, il faut faire super attention parce qu'il y a un diagnostic qui peut être facilement loupé, qui est une fracture qu'on appelle de maison neuve. Donc il faut chercher toujours, quand les gens décrivent des douleurs au niveau interne, des douleurs, il faut regarder des douleurs aussi au niveau du péroné à la partie haute. On peut avoir un équin pur. Et là, on peut avoir plusieurs lésions, le latéral externe, le latéral interne et le faisceau antérieur du tibiofibulaire. Oh, il a avancé tout seul. Évidemment, il y a les radios qui font partie du diagnostic, et il doit être correctement fait. Donc, en général, on demande une face à profil. Moi, je demande toujours une face à profil. Je ne sais pas pourquoi, on met souvent des obliques en même temps, et c'est toujours les obliques qui nous font hésiter. Mais voilà, il y a toujours des obliques. Et je ne demande jamais, mais enfin voilà. Donc, il y a eu un moment les critères d'Ottawa qu'on essayait de respecter pour diminuer la fréquence des radios. Donc, les critères d'Ottawa, je ne sais pas si vous entendez. Moi, j'ai appris
qu'il y a plusieurs écoles en France. Donc moi, j'ai fait mon internat en partie en Suisse et en Belgique. Donc il y a peut-être des choses différentes en France. Et mon collègue, le docteur Rouveau, m'a dit qu'il y avait différentes écoles d'orthopédie. Donc voilà, des fois, ils ne s'entendent pas, enfin, ils ne se comprennent pas, ils ne font pas la même chose, quoi. Mais voilà, donc moi, je vous parle de ce que je connais et ce que j'ai fait. Donc face et profil, donc pour voir s'il y a une fracture, c'est la fracture qu'on cherche, et on doit regarder au moins la sadesmose. Alors, un petit rappel anatomique vite fait. En haut à droite, on a l'articulation vue de la partie externe. Donc, on a le péroné, avec les tendons péronniers, qu'il faut prendre super attention parce que qui sont aussi, eux, une pathologie qui peut être loupée. Et je vais vous le montrer au fur et à mesure dans le truc. En bas à droite, vous avez la face interne. Donc là, c'est le ligament latéral interne. Il est constitué de plusieurs faisceaux, mais il est appelé en général deltoïde. Et puis, je vous rappelle sur le dessin de gauche, les différentes articulations. Donc, il y a la mortaise typique, il y a l'articulation de Chopard qui est importante, mais alors celle qui est super importante et qui est loupée souvent, c'est celle de l'isfranc, donc c'est celle qui est tout en bas, donc la plus distale. Et il y a vraiment beaucoup de loupés à ce niveau-là, et voilà, c'est quelque chose que je peux concevoir qu'on loupe. C'est à nous à rattraper, quoi, en fait, après. Donc la mortaise, je trouve que ces schémas-là sont bien faits parce que ça explique bien la stabilité de la cheville et que si la mortaise est touchée, ben, ça fout tout en l'air au niveau de la cheville et de la stabilité de la cheville. Je trouve que ce schéma-là en haut à gauche est vraiment excellent pour montrer l'importance, quoi. Il peut y avoir différentes lésions en fonction du traumatisme, comme je l'ai dit. Là, donc, on voit la fracture typique de Maisonneuve qu'on peut louper. Donc on regarde en bas à gauche, il y a un petit arrachement du faisceau deltoïde, mais qui peut passer inaperçu. On voit qu'il y a un petit peu un écart au niveau de l'articulation, mais c'est pas franc. Mais si on regarde à la tête du péroné, là on voit qu'il y a une fracture. Et là à droite, on voit clairement qu'il y a un souci, mais qui peut passer tout à fait inaperçu. Moi, j'ai déjà vu des gens qui venaient en consultation avec une articulation comme ça et qui étaient protocolés comme cheville normale. Voilà, donc je vais vous parler de celle qu'on peut louper et celle qui est fréquente. Donc, lésion de la sadesmose, ça c'est assez fréquent. On va en parler un peu plus tard. La lésion des tendons du péronnier qui peuvent, eux, se luxer et se subluxer, et c'est quelque chose qui peut passer inaperçu au moment de la première visite parce que les gens ont mal et ne font pas le mouvement d'éversion correctement. Et en fait, on peut voir de manière assez récurrente des péronniers qui se luxent. On peut avoir une rupture du tendon d'Achille. Ça, en général, on ne passe pas souvent à côté. Alors, la fracture de malléole externe, la lésion de l'apophyse externe du talus qui, elle est parfois loupée parce que, en fait, on la voit seulement après plusieurs semaines d'immobilisation. On peut avoir le processus antérieur du calcanéum qui passe aussi assez souvent inaperçu, mais qu'on peut voir au scanner. La fracture du naviculaire, la fracture de la base du 5e méta qu'on voit souvent, la fracture du cuboïde, fracture de fatigue. Et celle qui est loupée souvent, c'est la fracture ou la lésion du lisfranc et qui est mise un peu de côté. Et pourtant, ça rend vraiment quelqu'un avec une lésion de lisfranc vraiment handicapé jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Vraiment honnêtement. Il y a la fracture ou la lésion de Chopard et la lésion ostéochondrale du dôme du talus, mais qui apparaît en général quelques semaines après, et on le voit bien sur les radios après quelques semaines, où il y a un genre de petit croissant sur le dôme du talus. Alors la prise en charge, il y a la phase 1 qui est la phase inflammatoire aiguë où les gens en général ils veulent pas être touchés, c'est J1, J3. Objectif, c'est protéger les tissus lésés, lutter contre la douleur, l'œdème et autres phénomènes inflammatoires, entretenir la mobilité articulaire.
Il faut éviter parce qu'eux, ils ne veulent plus bouger, mais il faut vraiment... Moi, j'évite de les plâtrer, mais c'est vrai qu'ils passent en général aux urgences et ils ont en général une botte plâtrée à cause de la douleur les 10 premiers jours et nous on les voit après 10 jours. Normalement la marche est autorisée mais les gens ils ont mal donc ils n'y arrivent pas. Il faut identifier et limiter les complications, donc ça c'est notre rôle de spécialiste en général de les voir après. Les précautions, c'est limitation de la mobilisation en flexion plantaire parce qu'ils ont mal, parce qu'en général, c'est le mécanisme le plus fréquent, c'est en équin et en pronation. Les limitations de la mobilisation en inversion et la marche avec mise en charge selon douleur. Alors, j'ai vu dernièrement, pas plus tard qu'aujourd'hui, une patiente qui est venue avec 2 cannes et qui ne posait pas son pied depuis 12 jours. Et qui n'était pas anticoagulé. Donc c'est un peu une catastrophe, et même des anticoagulés qui font des embolies pulmonaires. Donc c'est un peu ennuyeux. Stratégie rééducation et moyens thérapeutiques. Moi je commence très vite quand je les vois, je commence très vite la kiné parce que je sais à quoi sert la kiné puisque j'ai fait de la kiné pendant 9 ans quand même. Donc je sais à quoi elle sert. Donc moi je préconise l'attelle portée jour et nuit. Mais je pense qu'en Calédonie, la nuit, c'est juste insupportable, une attelle type Aircast. La douleur, donc cryothérapie, massage, etc. L'œdème, élévation, compression, drainage lymphatique. La mobilité, c'est en fonction de la douleur. Moi, je préconise passive et active. La proprioception. Donc là, on ne parle que des entorses, hein, pas des fractures. La phase 2, c'est la phase de prolifération, donc de J4 à J30. Donc vous voyez une rééducation, comme déjà elle devient longue, on est à J30 et elle n'est pas finie. Donc les objectifs c'est protéger les tissus lésés, lutter contre les phénomènes inflammatoires parce que les œdèmes restent présents et je le dis aux patients que les œdèmes ça peut être jusque 6 mois après. Gagner les amplitudes articulaires parce que rester en position vicieuse, donc les gens maintenant qui laissent les plâtres longtemps, je pense que ce n'est pas bien. Parce qu'on perd tout de suite les amplitudes articulaires. On essaye de mettre une charge complète, on gagne en force articulaire et on améliore la stabilité fonctionnelle. La précaution, limitation en flexion plantaire parce que c'est celle qui fait mal et limitation en mobilisation en inversion parce que c'est celle qui fait mal. Stratégie de rééducation ATL portée jour et nuit, moi je dis que c'est le kiné qui décide à ce moment-là parce que c'est le kiné qui le suit beaucoup plus. Donc, il fait un sevrage de l'attelle parce qu'en général, moi je fais confiance au kiné et il voit le patient beaucoup plus que nous. La douleur, massage, cryothérapie, œdème, on essaie de l'éviter, mais de nouveau, jusqu'à 6 mois après, on peut avoir un œdème, une mobilisation. On essaye je suis une grande fan en fait des chaînes musculaires, donc moi j'y crois très fort. Renforcement musculaire et une proprioception qui doit être vraiment bien menée. La phase 3, donc on est à J30 et à J60, donc c'est une phase de maturation et de modelage. Donc de nouveau, on combat, on élimine les signes inflammatoires. On peut encore avoir des œdèmes et des douleurs à J60, donc là on est à 2 mois. Réduire les déficits musculaires, améliorer la stabilité fonctionnelle et il faut absolument que les gens quittent leur canne. Au moins en retire une. Mais le mieux, c'est de les retirer complètement. Précaution, mobilisation 12 en flexion plantaire et inversion complète des J45 et position debout et marche prolongée à proscrire. Stratégie de rééducation moyen thérapeutique, de nouveau, là normalement on doit avoir retiré l'attelle, l'œdème, la mobilité, la flexibilité avec les étirements des chaînes postérieures, le renforcement musculaire dans toutes les chaînes ouvertes et fermées, et concentrique, excentrique, réentraînement musculaire, proprioception, équilibre en bipodal et ensuite des J60, on peut commencer l'unipodal, les yeux ouverts, fermés, etc. Et on a quand même une phase de consolidation J61 à J90, donc 90 pardon, donc qui est quand même 3 mois, donc c'est quand même énorme quand on pense, on se dit une simple entorse, une simple entorse c'est vraiment pas simple du tout quoi. Éliminer de nouveau tous les signes inflammatoires, on peut encore avoir des œdèmes,
maîtriser la stabilité fonctionnelle en unipodal, récupérer la symétrie en force musculaire, gagner les amplitudes articulaires et intégrer des activités sportives. Moi, je dis toujours aux patients qui ont fait des entorses que le principal traitement, c'est vraiment la kiné rondement menée et bien menée, et de recommencer au bout d'un an, parce qu'on sait qu'ils perdent leur proprioception, soit ils investissent dans une planche de Freeman, donc c'est les, je ne sais pas si vous voyez, c'est les chapeaux mexicains inversés, donc c'est une planche instable, et pour pouvoir travailler la stabilité, et de recommencer au bout d'un an, parce que quelqu'un qui a fait une entorse, il a tendance à perdre un petit peu sa proprioception. Le ligament s'est cicatrisé, mais c'est comme une cicatrice à la peau, c'est pas la même qualité qu'une peau toute saine, quoi. Les précautions, c'est adapter les activités fonctionnelles en fonction de l'acquisition des compétences en mobilité et une attelle de protection lors des activités sportives. C'est là, moi, où je trouve que le strapping est super intéressant. Donc, je ne suis pas fan de mettre des attelles pour le sport parce que c'est le jour où ils vont l'oublier qu'ils vont se reblesser. Donc, je le dis toujours qu'il faut qu'ils essayent de reprendre leur activité sportive sans autre aide proprioceptive, mais le tapping a quand même sa place. Alors, j'ai essayé de voir dans plusieurs études. La dernière étude que j'ai vue en 2010, où ils comparaient les différents types d'immobilisation, strapping versus plâtre versus attelle type Aircast. Ce qui ressortait de là, c'était surtout les attelles avec les lanières qui se ferment par-dessus qui donnaient le meilleur résultat. Le strapping ou le tape donnait un bon résultat aussi, mais il faut le refaire régulièrement et ça c'est difficile et ça devient très cher assez vite. Et il faut quelqu'un qui sache faire les tapes et tout le monde ne sait pas les faire. Et par contre, le plâtre était loin derrière pour une récupération. La stratégie rééducation moyen thérapeutique, c'est identique à la phase 3 en plus. Mobilité active, donc alphabet de A à Z, donc c'est-à-dire qu'ils doivent bouger dans tous les sens. Et course, on dit déjà, là, dans un plan strict, c'est vrai que sur un terrain qui n'est pas parfaitement plat, c'est quand même chaud à 3 mois, quoi. On en arrive aux fractures. Oui. Vous parlez de type d'entorse là, parce que 90 jours de rééducation pour 90% des entorses freineuses simples, ligaments intervertébres lâchés, ils ont tous repris à 3 semaines, quoi. Repris quoi, le sport? Ah ben, c'est vachement tôt. 3 semaines. Alors, pour une cicatrisation, c'est vachement tôt. Alors, tant mieux pour vous s'ils ont recommencé et que tout va bien. C'est vachement tôt. Alors les sportifs, ils doivent être refaits pour hier, ça je le sais. Et moi j'étais kiné spécialiste en sportive, donc ils veulent être refaits pour hier, mais une cicatrisation, vous pensez bien qu'une cicatrisation déjà chirurgicale, on enlève les points qu'à 15 jours et la cicatrisation n'est pas finie. Donc le faisceau en lui-même, il n'est pas cicatrisé à 3 semaines. Mais je veux bien croire que les sportifs reprennent à 3 semaines. Je veux bien croire. Maintenant, ça leur dépend. Et je parle d'une rééducation de monsieur lambda, tout le monde, quoi. Après, ça fait Ménard. Alors, les fractures, donc voilà, on peut avoir différents types de fractures. Là, c'est fractures bimalléolaires. Et vous allez voir qu'en fait, nous, notre diagnostic et notre indication chirurgicale va dépendre d'une classification. Alors, je ne sais pas si on utilise celle-là en France, c'était en Suisse, moi je la trouve nickel. Moi, je décide sur ça. Donc, classification Weber A, B, C, c'est en fonction de la syndesmose. A, c'est un traitement conservateur, c'est considéré comme une entorse, donc moi je les immobilise avec une attelle genre Aircast. Pas de chirurgie. B, on commence à discuter de la chirurgie, on regarde surtout sur le profil pour voir s'il y a un raccourcissement du péroné, c'est ça qui est l'indication chirurgicale. Et C, c'est toujours chirurgical.
Intérêt épidémiologique, ben, c'est extrêmement fréquent. Ça occupe la 3e place quand même des lésions traumatiques après la fracture du poignet et la fracture extrémité supérieure du fémur. L'âge, elle survient à tout âge. Un accident de sport, un accident domestique, un accident de travail, un accident de la route. Et il y a une légère prédominance masculine. Un intérêt diagnostique, le diagnostic est souvent facile. Il est fortement suspecté par la clinique, il est confirmé par la radiologie ou chaque fois il y a les obliques comme je dis et c'est chaque fois celles-là qui me font un peu hésiter parce que c'est sur vraiment la face et le profil strict qu'on décide. On classe la fracture et on classe la meilleure attitude thérapeutique. Donc de nouveau, moi je viens d'une école suisse donc c'est parfois un peu différent de l'école française. L'intérêt thérapeutique, qu'il soit orthopédique ou chirurgical, le traitement des fractures bimalléolaires est une urgence thérapeutique. Donc on ne peut pas laisser quelqu'un dans le vide sans voir un spécialiste avec une atteinte bimalléolaire. Alors, il y a certaines choses qui vont nous faire décider d'aller vite ou moins vite. Ben, on voit la première en haut, il y a les flictènes, donc ça c'est sûr qu'on ne va pas ouvrir de suite. Elle a été probablement laissée. Alors en Suisse on disait 6 heures, 6 jours. Donc, soit on opérait dans les 6 heures, ce qui est réellement difficile à faire ici en Nouvelle-Calédonie. Donc, moi, ça m'arrive de les opérer le jour même, mais dans les 6 heures, c'est compliqué. Ou normalement 6 jours pour que l'œdème disparaisse un petit peu et qu'on ne soit plus dans la phase critique du début. Alors, vous pensez bien que les 2 photos du bas, c'est une urgence et il faut une rééducation, un passage au bloc et une réduction. Prise en charge initiale, donc après bilan radiographique, elle a associé en cas de fracture fermée l'administration d'antalgiques, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens en absence de contre-indication, une surélévation du membre traumatisé. Si on constate une luxation de la cheville, alors c'est vraiment imposé un geste de rééducation immédiate. Il ne faut pas attendre le spécialiste normalement pour faire ça. Et c'est vraiment un truc... C'est très valorisant en plus et moi je trouve ça fun et amusant. Maintenant je comprends que dans votre cabinet ce soit pas faisable, mais c'est vraiment le mouvement d'arrache-botte. Alors en Suisse on le faisait sans rien, sans anesthésie. Je sais bien qu'en France et en Belgique ils me traitaient de folle parce que voilà, ça fait mal, quoi. Au moment où on réduit ça fait mal mais ça fait crack et ça revient vraiment bien. Et au moins, on n'a pas des gens qui sont complètement stone après, quoi. Et alors plâtrer immédiatement avec un plâtre. Alors, circulaire, bien moulé. Là, circulaire, en général, moi, je le fends. Et il faut qu'il voit un orthopédiste assez vite pour une chirurgie. En cas de fracture ouverte, administration dentalgique, parage de la plaie, donc c'est-à-dire on doit passer absolument au bloc opératoire. L'administration d'anti-inflammatoires non stéroïdiens en absence de contre-indication. Honnêtement, sur les fractures, moi je trouve que c'est ce qui marche le mieux, c'est des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Antibiothérapie prophylactique, on l'oublie souvent, mais c'est à nous à le faire au truc, mais elle est oubliée malheureusement très souvent. Une sérothérapie, une vaccination antitétanique et un traitement anticoagulant prophylactique dès le premier jour par héparine de bois moléculaire. La plaie sera enveloppée, si par exemple elle est en brousse, elle est enveloppée dans quelque chose de stérile et un bandage qui va immobiliser jusqu'à le passage aux urgences. C'est une urgence chirurgicale. Il y en a peu en orthopédie, mais les fractures ouvertes en font partie. Alors, chirurgicale, moi j'ai vu tout et son contraire dans mes recherches. Je vais vous montrer des photos que moi j'ai jamais pratiquées, mais qui existent. Donc voilà, moi je vais vous dire moi ce que je fais, mais je vous montre ce qui est fait et ce qui a été fait. Et moi je crache pas dans la soupe du voisin. Donc je pense que s'ils l'ont fait, s'ils l'ont décrit, c'est que ça peut marcher bien. Donc il y a des oubanages, il y a des vissages malléolaires. Alors il y a plaque et vis. Donc en Suisse, on était très plaque-vis. Et voilà. Fixateur externe, c'est pour les cas où la plaie ne permet pas, où il y a un délabrement cutané important. Une réparation ligamentaire se fait en même temps que l'ostéosynthèse. L'intervention est terminée par une immobilisation plâtrée, en général pour la douleur, en tout cas. Donc voilà, cerclage au banage. Moi, j'ai jamais vu, jamais fait, mais c'est décrit.
plaque vis en bas, il y a, moi de nouveau, ce que j'ai appris, la réduction et l'ostéosynthèse, c'est par la vis antéro-postérieure qui doit être mise, et j'en ai trouvé aucune. Enfin, il y en a des photos, mais c'était de nouveau dessus, et je ne voulais pas montrer que ça. Et donc, normalement, l'ostéosynthèse, c'est une vis antéro-postérieure qui maintient correctement, et puis la plaque par au-dessus. Il y a la malléole interne, elle peut être vissée, donc on le voit. Il y a 2 vis sur une malléole externe. Moi, je m'y fierais pas, mais vous voyez, ça a été fait. Et la réduction, elle est pas mal du tout. Donc ça, c'est surprenant. Et voilà d'autres plaques vis. Et celle du bas, donc on voit, mais elle est déformée parce que j'ai déformé l'image en faisant mon PowerPoint. Mais il n'est pas en varus comme ça, le péroné, il était bien droit. Et on voit là qu'il a mis une vis antéro-postérieure. Voilà. Donc, la fin de la présentation, j'espère que ça n'a pas été trop barbant pour vous.